Toute la vérité. Une émission de Jean-Pierre Imbroris, racontée par Benoît Alman. Aujourd'hui, le massacre des Arméniens. Les Arméniens apparaissent vers le 7e siècle avant Jésus-Christ, au pied même du mont Ararat sur lequel s'est échouée l'arche de Noé. Malheureusement, le choix de leur nouvelle patrie va leur apporter plus de malheur que de félicité. L'Arménie ancienne est située à cheval sur le Caucase, actuellement territoire soviétique, et sur l'est de la Turquie. C'est une terre fertile et accueillante, mais c'est hélas aussi un lieu de passage, un carrefour où les grands viennent s'affronter. Et leur destin sera lié pendant plus de 2000 ans à cette terre qui ne leur apportera que du malheur, malgré tout l'amour qu'ils ne cesseront de lui prodiguer. Ils subiront toutes les invasions et les guerres. Toujours pris entre deux feux, ils seront successivement envahis et occupés par les Perses, les Séleucides, les Romains, les Parthes et les Sassanides. Puis viendront les Arabes, les Turcomans, les Kurdes et les terribles Mongols. Enfin, au XVe siècle, les Turcs annexeront l'État chrétien d'Arménie à leur empire, et désormais, il n'y aura plus d'Arménie, mais une petite communauté arménienne, une petite ethnie chrétienne vivant sans défense au sein d'un immense empire musulman. Et la longue période d'esclavage commencera. L'Empire turc est immense. Ses possessions s'étendent de l'Europe à l'Afrique, de la Roumanie à la Libye, en passant par le Caucase et l'Arabie. Et bien évidemment, ce n'est pas chose aisée que de gouverner cette mosaïque de peuples aux religions différentes. Mais en 1812, la Serbie est la première à se libérer de l'oppression turque. Elle est suivie par la Grèce, le Monténégro, la Bulgarie, le Liban, la Roumanie, la Macédonie et l'Albanie. Puis en 1828, la Russie, victorieuse des Turcs, annexe une grande partie de l'Arménie. À partir de ce moment, les Arméniens de Turquie commencent à espérer. Une partie de leur peuple est désormais en territoire chrétien, certes pas plus libre qu'auparavant, mais au moins délivré du joug turc. Et un désir d'autonomie commence à poindre. Une fédération révolutionnaire arménienne se crée, bien inoffensive il est vrai, mais elle va donner un prétexte à une première répression sanglante. Le sultan Abdulhamid, surnommé le sultan rouge en raison de ses cruautés, saute sur l'occasion. Il donne l'ordre à son armée de tuer dans l'œuf la pseudo-rébellion. L'armée ne se le fait pas dire deux fois, et avec une incroyable sauvagerie, elle va donner libre cours à son vieux racisme latent. Ce sera le premier massacre des Arméniens. Pendant 2 ans, de 1894 à 1896, ce ne sera que tuerie, incendie et pillage de villages entiers. Le résultat de cette sinistre boucherie ne sera jamais connu. On estime actuellement que quelques 300 000 Arméniens ont péri, dont une majorité de vieillards, de femmes et d'enfants. Bien entendu, le monde occidental ne réagira pas. Tout le monde sait ce qui se passe en Turquie, mais défendre les Arméniens équivaudrait à reconnaître le droit à l'autonomie à de nombreux autres peuples. Donc, personne ne bouge,
et on laisse faire hypocritement, avec mauvaise conscience peut-être, mais les aléas de la politique étant ce qu'ils sont, le sort de ces malheureux n'intéresse personne. Et malgré tout, ce premier massacre va discréditer le sanguinaire sultan Abdulhamid. En 1908, il est renversé par un putsch fomenté par de jeunes officiers révolutionnaires turcs. Un immense espoir renaît alors chez les Arméniens. Ils attendent beaucoup du gouvernement nouveau, de ceux que l'on appelle déjà les jeunes Turcs. Et toute l'intelligentsia arménienne participe activement à la révolution. Pour la première fois, les deux communautés se mêlent pour applaudir le nouveau régime. Mais hélas, cette fraternisation ne sera qu'un feu de paille. « 1915. Constantinople est déjà très célèbre. Très célèbre, mais pour un curieux phénomène, pour ses chiens. Des milliers de chiens errants de race indéterminée, des chiens qui tiennent à la fois du chien d'Occident, du loup et du chacal. Cette population canine vit en bande, se nourrit comme elle peut de rapines et exaspère tout le monde. Bref, c'est un véritable fléau national. Imbus de modernisme, les jeunes Turcs décident de débarrasser la ville de ces chiens, et pour cela, ils organisent une véritable opération policière. Pendant 15 jours, policiers et soldats quadrillent la ville, bloquant des quartiers entiers. Les malheureux animaux capturés sont rassemblés, puis enfermés dans des sacs lestés avec des cailloux et impitoyablement noyés. Les plus heureux seront purement et simplement déportés sur un îlot rocheux. Et cette opération étrange, aussi rapide que réussie, fait germer dans l'esprit de certains une idée, un vieux rêve caressé depuis longtemps. Bien sûr, comme il y a plus d'Arméniens que de chiens, cela prendrait plus de temps. Mais en agissant rapidement, avec ruse, l'ennemi n'aurait pas le temps de riposter. En procédant par étapes, on pourrait éliminer les Arméniens comme les chiens, et ainsi résoudre définitivement leurs prétentions d'autonomie. Le 24 avril 1915, le signal est donné. Le plus odieux et perfide génocide du début de ce siècle commence. Depuis 1910, la Turquie est en guerre et tous les Arméniens valides de 16 à 70 ans sont sous les drapeaux. Quand on veut supprimer quelqu'un, il est plus prudent de le désarmer. Et c'est ce que font les jeunes Turcs, en donnant l'ordre de retirer tous les soldats arméniens des troupes d'actives pour les verser dans des corps auxiliaires. Puis, l'armée ayant le feu vert, tous ces malheureux sont purement et simplement passés par les armes. Pour les notables et les intellectuels, on procède de la même façon que pour les chiens. Bouclage et ratissage de quartiers entiers, puis exécution ou déportation sur des îles tout aussi inhospitalières que celles des chiens. Tout s'est passé avec une rapidité fulgurante. Toute la population active arménienne a été tuée. Restent les femmes, les enfants, les vieillards et les infirmes, soit les 2/3 environ du peuple arménien. Et pour les éliminer, les jeunes Turcs vont se surpasser dans l'hypocrisie et la cruauté. Les jeunes Turcs, en effet, craignent une réaction internationale. On ne peut tout de même pas faire disparaître plus d'1 million d'êtres humains sans laisser de traces. Alors, plutôt que de les massacrer sur place, on préfère la déportation. Le motif officiel est de déplacer des éléments suspects de la population arménienne des zones de guerre. Et pourquoi suspects? Eh bien, tout simplement parce que la Turquie est en guerre avec la Russie et que les Arméniens sont a priori soupçonnés en tant que chrétiens d'avoir de la sympathie pour l'ennemi. L'hypocrite motif est trouvé, l'opération peut commencer.
Elle se déroule en 3 temps. D'abord en Cilicie, en avril et mai, puis en Anatolie orientale, en juin, et enfin en Anatolie occidentale, à partir d'août. La police se chargera de cette triste besogne. Encerclant des villages entiers, elle rassemble toute la population arménienne, des femmes et des enfants surtout, les hommes valides ayant déjà été tués. Puis, sous la garde des policiers, ces pauvres gens sont poussés comme un véritable troupeau de bétail à travers toute la Turquie, vers un lieu de déportation fictif. Un lieu qui n'existe pas, puisqu'on espère bien qu'ils mourront en route. Et c'est effectivement ce qui se passe. Tout a été prévu de façon machiavélique. Les premiers à se servir sont les policiers turcs. Sous le prétexte fallacieux de protéger les Arméniens, ils leur extorquent tout leur argent. Et les malheureux sont obligés de payer, de gré ou de force. Puis les Arabes et les Kurdes commencent à enlever les femmes et les jeunes filles. Les viols se succèdent sous les yeux des policiers turcs, qui, soit dit en passant, en profitent aussi. Bien entendu, la nourriture et l'eau manquent, de sorte que les morts s'accumulent très rapidement. Et par exemple, au bout de 2 mois environ, un groupe de 3000 protégés, femmes et enfants, peut ainsi disparaître d'une manière naturelle. Naturelle, entre guillemets. Les Turcs s'en lavent les mains, et avec la meilleure mauvaise foi du monde, ils rejettent la responsabilité sur les Kurdes, sur les montagnards, ou tout simplement sur le fait que c'est la guerre. Inch'Allah, c'est comme ça. Ils n'avaient pas à être arméniens. Cette apologie de la loi du plus fort restera exemplaire. Au vu et au su de tout le monde, la Turquie achèvera sa macabre besogne. Et cette sinistre page de l'histoire se soldera par plus de 2 millions de victimes innocentes. Malgré les protestations diplomatiques internationales, jamais la Turquie ne sera inquiétée. Et le seul pays qui montrera tant soit peu de courage dans cette triste affaire sera la France. La France qui accueillera un très grand nombre de réfugiés. Car on peut actuellement compter quelques 180 000 Arméniens chez nous, dont la majeure partie à Marseille et à Paris. C'est-à-dire beaucoup plus qu'il n'en reste en Turquie même. Mais voyez-vous, dans cette histoire, le pire est qu'elle n'est pas éteinte. Car le 11 février 1973, soit 56 ans plus tard, la communauté arménienne de Marseille inaugurait un monument à la mémoire des victimes du génocide. Messieurs Joseph Komiti et Gaston Defferre étaient présents, et le gouvernement turc, indisposé par cette cérémonie du souvenir, rappela son ambassadeur à Ankara. Tout cela se passe de commentaires.